Je vais en profiter pour rebondir sur ce qu'il a dit parce que... Désolé, promis, après je me tais. Faut que ça reste centralisé. Il a parlé du TCE. Vous pouvez donner vos prénoms peut-être pour qu'on... Alors moi c'est Damien. Donc il a parlé du TCE et ça me fait penser... Voilà, moi je suis étudiant. Il ne faut pas dire Christophe. Il faut pas dire TCE, il faut dire TAE, TAC. anticonstitutionnel européen. D'accord, je vais essayer. Donc par rapport au traité, ça me fait penser... voilà, moi je suis étudiant en communication cette année. Et justement, on étudie énormément l'influence des médias sur la société et sur les individus. Et on en arrive à étudier des théories qui démontent un petit peu cette idée reçue selon laquelle, voilà ce qu'on appelle la théorie de la seringue hypodermique, hein, c'est-à-dire que les médias nous planteraient une seringue dans la nuque et fabriqueraient du consentement dans nos cerveaux. Or, il y a des études qui commencent à dater un peu, je pense qu'il n'y a pas encore de données trop récentes sur des études comme ça. C'est des études qui ont été faites au milieu du XXe siècle aux États-Unis, qui montre que finalement les individus au moment de prendre des décisions ne sont pas forcément très sensibles aux opinions relayées dans les médias, mais qu'ils sont plutôt sensibles à leur cercle primaire, aux gens qui les entourent, à leur famille et à certains leaders d'opinion qui sont proches d'eux. Et j'en viens donc à ça sur le traité, parce que si vous vous souvenez bien, à l'époque, tous les médias disaient que le traité passerait, que le oui l'emporterait massivement. Or, c'est pas ce qui s'est passé. Et donc, si vous voulez, au début, quand j'ai découvert votre travail, je me suis dit, ah ouais, là, il a mis le doigt sur un truc, la campagne électorale qui est financée, les médias qui permettent d'être élus. Et en fait, je me rends compte que c'est peut-être pas aussi simple que ça, et qu'il ne suffit pas d'acheter les médias pour être élu, qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. Deuxième chose que je voulais dire par rapport à la Constitution cette fois, vous avez dit dans une interview que j'ai vue sur Internet, parce que j'en ai vu une quantité, vous disiez qu'il fallait se méfier quand même parce que la constitution de Staline était une constitution qui était pas mal faite, mais elle était inefficace parce que les vrais pouvoirs étaient ailleurs. Oui. Et je pense qu'il faut rester vigilant à ça. Écrire une très bonne constitution, certes, mais veiller surtout à son application, parce que vous avez étudié le droit, vous savez très bien qu'entre la théorie et la pratique, il y a souvent un monde. On a parlé de l'interprétation des juges tout à l'heure. Et je me demande en fait si, c'est mon dernier point, je me demande en fait si la cause de la cause des causes, ça serait pas tout simplement le fait que, enfin c'est l'impression que j'ai quand on discute avec des gens, j'ai l'impression qu'en fait on se déresponsabilise volontairement de tout processus politique. Les gens ne veulent pas entendre parler de politique, on dirait que ça les ennuie. Et ils ont peur. Voilà. C'est la peur. Et je me demande si ça peut pas nuire à une idée qui moi me paraît excellente par rapport au tirage au sort. Je me demande si ça peut pas nuire à cette entreprise-là. Le fait que les gens ne sont pas prêts à l'accepter parce que l'argument qui revient en premier à chaque fois c'est « Non mais attends, la démocratie, ok le tirage au sort, mais attends, tu peux pas laisser des gens... la politique c'est une affaire de pro. » Voilà, c'est cette espèce de bloc monolithique là qu'on peut pas faire tomber. C'est la politique c'est une affaire de pro, c'est pas l'affaire de n'importe qui, voilà. Il faut qu'il y ait des experts. C'est le discours technocratique, hein, il faut des experts. C'est faux en fait, c'est l'affaire de tous. Mais voilà. Ça c'est pas inné, on l'apprend, on nous l'apprend. Oui, voilà. C'est pas on te dit à l'école. Absolument. Oui, et puis la justice, moi, je dirais plutôt qu'on lui fait croire. Pourtant il y a des jurys populaires, oui, voilà, des gens qui sont pris dans des listes pour envoyer d'autres personnes en prison, condamner d'autres personnes. Ce sont des décisions graves et on l'accepte très bien. Quelqu'un veut prendre la parole? Étienne, tu veux enchaîner là-dessus? Le fait que la politique c'est l'affaire des pros, vous avez raison de souligner que c'est le résultat d'un apprentissage. On nous apprend que la politique c'est l'affaire des pros, mais précisément les Athéniens, donc il y a 2500 ans, les démocrates considéraient bien au contraire que justement la politique c'était l'affaire d'amateurs et qu'il était très important, il était central, il était primordial que la politique soit l'affaire d'amateurs, raison pour laquelle ils ont institué la rotation des charges, donc le tirage au sort, donc les mandats courts, la reddition des comptes, tout ça allait avec l'amateurisme politique. Donc nous sommes habitués au professionnalisme qui est la négation de la démocratie. Il ne tient qu'à nous de défendre l'amateurisme politique et de contester l'accusation d'incompétence. Je voulais juste réagir peut-être sur comment on fait au niveau local. Bien sûr, à mon avis, il n'y a pas de démocratie sans commencer par le local. Je voulais vous signaler une expérience qui est en train de se passer à Chambéry et qui va peut-être se passer aussi à La Réunion, où j'étais là il n'y a pas longtemps, et où j'ai rencontré une jeune candidate
écolo, qui avait l'air de bien percuter sur cette idée. Je vous explique en 2 mots comment est-ce que l'expérience pourrait fonctionner. Et puis là, vraiment, il ne tient qu'à nous de le faire dans nos communes. Hein. L'idée serait de trouver, il faut 40 candidats, hein, je crois, au municipal, donc trouver 40 personnes qui sont de façon fiable, qui ont de façon fiable renoncé à exercer le pouvoir, c'est-à-dire que on peut leur faire confiance, elles vont pas se mettre à devenir des voleurs de pouvoir, à exercer. Elles ont promis, elles promettent, elles s'engagent solennellement et réellement, profondément, à ne pas exercer le pouvoir, à ne prendre aucune décision. Et par contre, leur programme, c'est, si vous nous élisez, la première chose et la seule que nous ferons, c'est d'organiser l'ecclésia, c'est-à-dire l'assemblée. Alors on garde les mots grecs pour montrer qu'on se souvient. La première chose que ferait cette équipe municipale, son maire, si elle était élue, c'est de réunir l'ecclésia des gens du village, y compris de ceux qui n'ont pas voté pour l'équipe, hein, puisque c'est tout le monde, tous ceux qui veulent. Donc s'il y a 40 000 personnes dans la commune, eh bien, viendront ceux qui veulent, peut-être 2 000, 3 000, 4 000, peut-être 6 000 comme à Athènes, peut-être plus. En tout cas, viennent à l'Ecclésia et décident, on laissera les citoyens décider eux-mêmes des lois qu'ils veulent, des sujets sur lesquels ils veulent faire des lois, dans le cadre des institutions républicaines, hein, parce qu'ils ne pourront pas faire plus, ils ne pourront pas décider de ce qui est décidé au niveau national, au niveau local. Mais ils pourront déjà, par exemple, reprendre le contrôle de l'eau aux multinationales et rétablir une régie, etc. Ils pourront reprendre le contrôle de tout ce qui fait corruption dans les communes. Ils pourront régler le niveau de leurs impôts, etc. Reprendre le niveau les modalités de financement, etc. En tout cas, ils décideront eux-mêmes des lois qu'ils veulent voter. Ils voteront eux-mêmes leurs lois. Quand ils se tromperont, ils pourront corriger. Et nous, disent les candidats en question, nous serons vos scribes, c'est-à-dire que nous allons transcrire dans les institutions républicaines, nous allons transcrire ce que vous aurez décidé, comme si nous l'avions décidé nous, donc de façon très réglo, mais en fait, on va organiser une véritable démocratie. Et puis, alors, il faudra organiser qui représente qui va faire la discipline, il faudra tirer au sort, il faudra tirer au sort les représentants, pas ceux qui votent les lois, hein, parce qu'à Athènes, c'est pas les tirés au sort qui votaient les lois, bien sûr, vous avez compris ça, hein, à Athènes, on tirait au sort les représentants pour qu'ils restent des serviteurs, pour que nous, le peuple, les autres, les non tirés au sort, hein, les tirables au sort éventuellement, mais les non tirés au sort, la totalité des citoyens puissent voter eux-mêmes leurs lois. Et vous vous souvenez que c'est pas dans l'Ecclésia qu'on discute les lois, puisque quand on est 6 000, on discute pas. Hein. Si on discute à 6 000, c'est le bordel. Enfin, c'est le chaos, donc c'est le capharnaüm. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est discuter en dehors donc sur l'agora, sur la place, sur les places de marché, on discute. Alors on discute tout le temps parce qu'on sait que quand on va être dans l'Ecclésia, on va voter. Donc pour voter en connaissance de cause, on discute beaucoup sur l'agora. Et puis à l'Ecclésia, on écoute. Tout le monde se tait à l'Ecclésia. Hein. Tout le monde écoute et tout le monde peut parler. Si vous avez quelque chose à dire, vous descendez et vous allez parler à tout le monde qui écoute. Ça, c'est l'iségoria, c'est le droit de parole pour tous à tout moment. L'Internet nous donne un ersatz, un pis-aller, une fausse iségoria, parce que quand vous parlez sur Internet, vous parlez dans un brouhaha général, personne n'écoute. Hein, donc c'est l'iségoria dans une vraie démocratie, c'est devant l'Ecclésia, devant l'Assemblée des citoyens qui s'en occupent, ceux qui sont venus à l'Assemblée parce qu'ils sont mobilisés, ils sont actifs, devant ces gens-là qui se taisent, chacun parle, donc c'est une série de discours, et à la fin on vote. Hein. Et donc on pourrait très bien organiser ça, il suffirait qu'il y ait des élus qui ne se comportent pas comme des élus, comme des maîtres, mais qui se comportent comme des serviteurs. Il faut qu'il y ait des gens qui aient assez réfléchi au truc pour proposer un schéma, mais quand on en parle, moi quand j'en parle autour de moi dans ma commune, les gens sont enthousiastes. Hein, je suis sûr que ça s'est pas encore fait. Hein, ils sont en train, on attend les prochaines municipales, mais ça va être intéressant, je pense. Il n'est pas du tout exclu que ces gens-là soient élus, quoi. Hein. Alors on va voir. Ça va faire comme un petit laboratoire, quoi. Hein. Et le risque, comme le disait, comme on est dans un contexte où aujourd'hui on a appris aux citoyens à être soumis, à se désintéresser de la politique, est-ce que c'est déjà pas une étape un peu trop loin celle-là? C'est-à-dire que on le voit bien, enfin, il y a des tentatives de ce qu'on appelle la démocratie participative avec l'organisation de débats publics sur des... À chaque fois, c'est des escroqueries. Ce sont des élus qui les mettent en place. Et comme ce sont des escroqueries, les citoyens le voient. Ils voient bien qu'on va nous demander notre avis, mais on ne va pas en tenir compte. C'est-à-dire qu'ils vont nous demander qu'est-ce que vous pensez du littoral, cette autoroute du
littoral à La Réunion, et puis quand on dit non, on n'en veut pas, ils la font quand même. Et donc les gens viennent pas, se donnent pas de mal, alors que là, dans ce système-là, si on vote vraiment les lois, regardez ce qui s'est passé en 2005. En 2005, on nous avait annoncé qu'on n'allait pas s'occuper de la Constitution, mais vous n'allez pas faire un référendum là-dessus, les gens, ça va pas les intéresser. C'est un texte poussiéreux, ennuyeux, les gens vont s'en désintéresser. Pas du tout. Il y avait un référendum. Quand les gens sentent que ça peut changer les choses, que leur réflexion et leur action peuvent changer les choses, les gens se donnent du mal. Donc, et ça va très vite. Vous avez vu, en 2005, il a fallu quelques semaines, quelques mois pour que tout le monde se mette à en parler dans les entreprises, dans les familles. À mon avis, c'est pas parce qu'ils sont éteints. La braise couve. Hein, c'est pas parce qu'ils ont l'air éteints qu'ils sont. Quand vous faites confiance à quelqu'un, ils se transforment très vite, quoi. Je suis d'accord. Il n'y a pas des exemples de démocratie participative, je parle d'Ardevigny ou dans les Pyrénées, quelque chose qui donne vraiment un pouvoir aux gens, je ne sais pas. J'en connais pas. À chaque fois que ce sont les élus qui. Alors en Suisse, oui. En Suisse, il y a une véritable démocratie. Enfin, c'est une semi-démocratie. Mais ils ont quand même le moyen de résister aux gros coups durs. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas, toutes les micro-trahisons, ils les connaissent pas et c'est pas suffisant pour se soulever, mais à chaque fois qu'il y a une vraie trahison, quand leurs parlementaires ont privatisé l'équivalent d'EDF, l'EDF suisse, quand les parlementaires ont privatisé, par référendum d'initiative populaire, mais un vrai référendum d'initiative populaire, un truc qui court-circuite les élus, et contre lesquels les élus n'ont rien pour résister, par référendum, ils ont interdit la privatisation d'EDF. Ils ont forcé le ferroutage. Ils ont, quand l'année dernière, vous savez que nos parlementaires, nos soi-disant représentants, des gens qui soi-disant représentent l'intérêt général, ont conchié nos retraites, détruit le financement de nos retraites. C'était épouvantable ce qu'ils font sur les retraites. Il faut écouter Friot. Hein. Friot nous explique le sabordage non nécessaire. Il n'y a absolument aucune raison raisonnable, aucune raison réelle de faire ce qu'ils ont fait l'année dernière. Quand nos parlementaires ont détruit nos retraites, ont commencé le travail de destruction, parce qu'en fait, il y a des compagnies d'assurance derrière, hein, il y a AXA et compagnie qui regardent les retraites comme un centre de profit formidable, le marché du siècle, c'est ça l'enjeu. Hein. Mais on est fou de laisser détruire ça. En tout cas, quand nos parlementaires l'année dernière ont détruit nos retraites, nous étions totalement à poil. Nous sommes descendus dans la rue avec des casseroles, ils s'en tapent totalement, et donc ça n'a rien changé. Alors que pendant ce temps, en Suisse, les parlementaires faisaient un équivalent, moins grave, mais un équivalent, ils dégradaient les retraites des Suisses. Les parlementaires, la même année, l'année dernière, ont dégradé la retraite des Suisses, et les Suisses, aussitôt par référendum d'initiative populaire, ont abrogé la loi. Abrogé. Dans cette loi-là, on n'en veut pas. Voilà. Et donc, bien parce qu'on l'a pas, c'est pas nous qui écrivons notre Constitution. C'est pas dans la Constitution. Dans la Constitution, nous avons un référendum d'initiative populaire. C'est une blague, vous allez voir, c'est une blague. Je vais vous le lire, vous allez voir. Laissez-moi vous le lire, vous allez voir, c'est marrant. Vous allez voir. Je vais vous lire l'article 11. L'article 11 de notre Constitution. C'est un truc dont tout le monde se fout, hein. C'est dans l'article 11 qu'il y a le référendum dans la Constitution française. Donc pour l'instant, jusqu'ici, dans la Constitution française, c'est le prince qui avait la possibilité de déclencher un référendum. C'est le pire du pire. Ça devrait être interdit, ça. Au lieu d'être la seule possibilité de faire un référendum, ça s'appelle un référendum césariste, c'est-à-dire que ça permet au prince de poser la question qu'il veut bien poser, c'est-à-dire qu'il va choisir la question à laquelle on peut répondre que oui, et après ça, il va dire, vous avez vu, comme je suis plébiscité, ça s'appelle un plébiscite, hein, c'est-à-dire qu'il a organisé la bonne question qui fait que après ça, il peut faire régresser les libertés, ça sert à ça. Nous n'avions que ça dans la Constitution. C'était déjà pas terrible. Et ils ont introduit, parce qu'ils savent qu'on le veut, à chaque fois qu'on demande dans les sondages aux Français, est-ce que vous voulez le référendum d'initiative populaire, à 80, 85, 90%, les gens disent oui, ça. Ils savent bien qu'ils veulent le référendum. Et donc les parlementaires, sachant ça, disent on va leur donner un os, et je vais vous lire ce qu'ils appellent le référendum d'initiative populaire. Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa. Donc c'est le même que le référendum césariste qui existait. Un référendum peut être organisé à l'initiative d'un 5e des membres du Parlement. Je vous jure, c'est vrai. C'est un référendum d'initiative parlementaire. Et ils appellent ça référendum d'initiative populaire. Ils nous prennent vraiment pour des billes, mais on est des billes. Parce qu'on appelle ça référendum d'initiative populaire, ça n'en est pas un. C'est un référendum d'initiative parlementaire, soutenu par un 10e des électeurs inscrits qui n'ont pas l'initiative, qui soutiennent le truc.
Et puis c'est des chiffres monstrueux, 1/5 des membres du Parlement, c'est beaucoup de parlementaires, c'est que les grands partis, et soutenu par 1/10 des électeurs inscrits. Attendez, 1/10 des électeurs inscrits, on est combien? On est 40 millions d'électeurs, ça veut dire qu'il faut être 4 millions de gus qui soutiennent le truc. Alors c'est déconnant, c'est déconnant. Un référendum d'initiative populaire, ça devrait, si nous écrivions, nous, la Constitution, samedi, c'est après-demain, je suis à Toulon, on fait des ateliers et on va écrire un article. Et on a pris le référendum d'initiative populaire. Mais je peux vous dire déjà que dans le référendum d'initiative populaire, ce que les différents groupes vont écrire, déjà ça va être au moins 1% des citoyens, comme en Suisse ou en Italie, 1% des citoyens, pas 10%, de leur propre initiative et sans qu'il puisse y avoir aucun moyen de se mettre en travers, peuvent poser la question aux autres en disant « Qu'est-ce que vous pensez de ça ?» Et puis les autres vont décider. Et puis s'ils décident ceci ou cela, les représentants, ils pourront rien. Si nous écrivons la règle, elle nous protégera, elle protégera l'intérêt général. Enfin bon, voilà, je trouve que c'est marrant. Quand un élu écrit le référendum d'initiative populaire, c'est marrant. Hein. Enfin bon, mais il faut regarder la cause. Hein. C'est pas parce que c'est des pourris. C'est parce qu'ils sont en conflit d'intérêts. Ils ont un intérêt personnel à pas écrire la démocratie, donc ils ne l'écrivent pas. Mais c'est notre faute à nous qui les laissons faire. Le pouvoir va jusqu'à ce qu'il trouve une limite. J'ai une image, ce stylo tombe à cause d'une force qui est plus forte que lui. Vous n'avez pas reproché au stylo de tomber. Et il s'arrête quand il y a une limite. Et bien quand Sarkozy détruit nos retraites, c'est pas sa faute. Il va jusqu'à ce qu'une limite. Il va aller jusqu'au camp de travail. Les camps de travail, c'est pas une utopie, je sais, c'est des gros mots tout de suite, mais Auschwitz, il y a Siemens qui faisait... Siemens, une entreprise qui aujourd'hui a pignon sur rue, faisait travailler les déportés. Super, c'est main-d'œuvre gratuite, rendez-vous compte. Quand la logique d'une entreprise, c'est le profit, et que c'est que ça, et que finalement, ce qui l'arrête dans son hubris, c'est-à-dire sa démesure, ce qui l'arrête, c'est les lois. Si cette entreprise se met en situation d'écrire elle-même les lois, nous, on va avoir droit à l'hubris. On va avoir l'hubris de ces gens-là. On l'a déjà vu. On a déjà vu Ford faire construire ces Jeeps par les déportés. Les entreprises n'ont aucun problème avec les camps de concentration, les camps de travail. Pour peu qu'ils ne soient pas embêtés par la police et par les lois, les entreprises, c'est dans leur logique. Vous comprenez ça? Je veux dire, nous avons un intérêt contraire à celui des entreprises. Je ne parle pas des gens qui ont des entreprises, je parle de l'entreprise elle-même comme centre de profit qui a comme logique uniquement le profit. Ce truc-là va se terminer en camp de travail si nous ne reprenons pas le contrôle du droit. Je veux dire, ce qui se passe en Grèce me fait peur, quoi. Hein. Il faudrait revenir à cette affaire qu'il y a eu sur les retraites et surtout le traitement qu'il y a eu sur les médias il y a 2-3 ans, je ne sais plus, où moi je trouve que le droit de grève est un droit qu'on devrait tous avoir. Or, il y a, j'entends partout que les professeurs, par exemple, ils doivent se déclarer s'ils font grève ou pas. Et dans certains lycées, ils toucheront pas leurs heures, tout ça. Il y en a d'autres, dans d'autres entreprises, c'est pareil. Il y a d'autres, maintenant, comme vous avez dit, les juges, ils changent le vocabulaire et on va dire les phrases pour dire que ce n'est plus de la grève. Ils déqualifient voilà, ils les qualifient de délit, de crime. Et alors, moi je voulais déjà poser une question, parce que l'affaire des retraites et le traitement médiatique sur les grèves, j'avais l'impression que les grèves, d'un point de vue, si c'était totalement débile, totalement asservi, je me dis que les grèves servaient à rien. Ça emmerde les gens, ça paralyse totalement, ça met en cause beaucoup de personnes. Et c'est ça, les arguments des politiciens pour dire qu'il faudrait arrêter de déranger les personnes qui veulent travailler. Et enfin, pour faire une petite parenthèse, je suis expert en rien du tout. Je vous ai connu comme ça par l'intermédiaire de notre personne, Alain Soral, qui a beaucoup référencé, qui a comme référence vous. Et voilà, et donc, ce qui m'intéresse beaucoup, et contrairement à ce que j'entends à la télé, j'arrive à comprendre enfin quelque chose à la politique.
Et c'est quand vous parlez du désintéressement politique, le désintéressement politique, c'est uniquement à cause des espèces de marionnettes qui sont à la télévision. Par exemple, cette espèce de spectacle minable de l'UMP, ça donne plus envie d'y intéresser. Et c'est des gens comme vous qui parlez pour une fois avec des mots simples, avec des mots compétents, que j'arrive à comprendre. Alors, moi, enfin voilà, je m'écarte, mais la question, c'est de savoir si il n'y aurait pas un autre moyen, alors je veux dire, un moyen plus percutant, plus efficace pour faire entendre notre voix face au gouvernement, puisque maintenant je trouve que les grèves, ils sont détournés, ils sont manipulés et pour totalement les décrédibiliser. Mais il faut comprendre, enfin à mon avis, la grève, il faut vraiment, pour moi c'est vraiment un triste pis-aller, c'est très très peu de choses. C'est incroyable qu'on se contente du seul droit de grève pour protester contre les injustices dans les entreprises. Je veux dire, nous avons le droit, nous qui travaillons, qui sommes la seule source de richesse, bon sang de bonsoir, nous avons droit à bien autre chose que simplement le droit de protester en perdant son salaire, ce qui limite la lutte à quelques jours, parce qu'après ça c'est la famine. Nous avons droit, mais nous avons droit à bien plus que ça pour nous défendre et pour organiser la production des biens et des services dont nous avons besoin. Nous avons droit à bien plus, mais il faut comprendre que nous avons cette apathie politique, ce renoncement à écrire le droit du droit, c'est-à-dire le droit qui dit comment on va écrire le droit. C'est ce renoncement-là qui fait que les riches, eux, ont bien compris, je veux dire, le CIS riche, Condorcet riche, Talleyrand riche, Bonaparte riche, tous ces gens-là, quand ils écrivent le nouveau droit qui va être le nôtre, ces gens-là savent très bien qu'ils prennent le contrôle d'une machinerie de production de normes qui vont leur permettre de nous faire travailler à leur service. Mais ça n'est possible que tant que nous les laissons faire. Donc, tant qu'on est enfant, ben, on laisse faire. Et à un moment, il faut qu'on arrive à ne plus accepter de ne prendre que la grève comme moyen de faire la loi dans l'entreprise. Dans une bonne constitution, ceux qui travaillent auraient autant de droits de décision que ceux qui possèdent le capital. Le capital et le travail devraient participer au moins à égalité à la prise de décision. Mais ça, tant que ce sont des capitalistes, comme on dit dans le langage marxiste, tant que ce sont les propriétaires des moyens de production qui ont tous les pouvoirs dans l'entreprise, et tant que ce sont eux qui écrivent les lois au Parlement, ben, on peut gesticuler, protester en disant il faudrait que, ouais, non mais attends, si tu prends pas le problème par le bon bout, tu vas continuer à dire il faudrait que pendant des siècles et il se passera rien. Si on veut mettre fin aux injustices sociales, il faut qu'on écrive nous-mêmes la Constitution. Voilà, alors vous allez dire c'est l'antienne d'Étienne, j'en sors pas, ben oui, mais bon, enfin bon, alors concrètement, comment on ferait concrètement? Il y avait une question médiatique, je pense, aussi dans ce que tu disais. Et sur les médias, il faut qu'on fasse nos médias nous-mêmes. Hein. De toute façon, il n'y a rien à attendre des médias achetés par les banques et les marchands de canons, quoi. Hein. Ces gens-là. Par rapport aux grèves, c'est qu'on a une manipulation énorme sur la grève. En 68, il y avait les grèves générales, les entreprises étaient totalement fermées. Aujourd'hui, une grève générale veut dire manifestation générale. Puisqu'il y a des lois qui disent aujourd'hui, dans certaines entreprises, il doit y avoir un minimum de personnes qui sont obligées de travailler. Donc c'est plus du tout la grève. La grève, c'est juste une manifestation, les gens vont dans la rue pour aller. Il n'y a plus du tout de grève vraiment générale où les entreprises sont fermées et qui posent du coup un vrai rapport de force avec les personnes qui sont. Alors je suis d'accord avec lui, par rapport aux entreprises, maintenant on met en place les grèves japonaises, on est quand même présent. Et après on se retrouve aussi dans le même contexte que la SNCF, en cas de rupture de travail, là on est déqualifié, on ne fait plus grève, on met en danger le client. Parce qu'on a un gros client ici dans l'aéronautique, et si on décide de faire grève, de plus travailler, ben on met en danger la prestation pour le client, et on n'est plus dans le système de grève, on est dans le délit. Donc on retombe toujours dans le même système, et c'est vrai qu'il y a cette dualité, on peut... Excusez-moi d'insister, cherchez la cause des causes. Cherchez la cause des causes, non mais c'est vrai, d'où ça vient? D'où vient le fait que ce droit de grève recule? Parce que les syndicats sont cul et chemise aussi avec voilà. La direction. Il y a une dualité aussi parmi nous. On a tous, moi j'aimerais bien arrêter ce système, dire stop, moi j'arrête, ouais mais il faut que je mange.
Il y a ça aussi, donc puis je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Mais bien sûr, on est tous dans ce cas-là. Moi, je suis d'accord, je rejoins sur tout ce que vous dites, mais c'est vrai que dans les entreprises, moi, je parle beaucoup avec mes collègues, ouais, franchement, il y en a marre, et puis on devrait arrêter, puis on devrait plus se laisser faire, mais au moment où on dit on va attaquer le système, on est seul. Hein. Le seul moyen d'attaquer le système comme il faut, c'est d'être radicaux. Il faut prendre le mal à la racine. Il faut chercher la cause de nos problèmes. Si on s'en prend en conséquence, on n'a aucune chance, voilà. Mais c'est notre faute, on est des nouilles, hein. Morocco, quoi, hein, je veux dire, si on est con, on subit... Tous les citoyens français arrêtez de travailler, démissionner carrément. Mais ça suffit pas, ça. C'est trop gentil, ça. C'est trop gentil, on va se ruiner nous-mêmes. Il faut être plus, à mon avis, il faut être plus ambitieux que ça. On va crever de faim si on fait ça. Il faut se rendre compte qu'on va vite crever de faim, quoi. C'est pour une proposition d'outil, puisqu'on entend parler de pouvoir politique desquels on se serait délaissé, désintéressé. Pouvoir politique, ça vend tous les mots. Donc peut-être déjà réfléchir à récupérer une langue. Reprendre les mots à l'endroit. Voilà. Et la deuxième chose sur laquelle je voulais porter l'attention, c'est qu'on a entendu parler là, on a besoin de manger. Il y a des discussions autour du revenu inconditionnel. Ça reste des revenus. Peut-être que si on mettait en place des moyens de production alimentaire qui sont en termes de cause des causes, je pense que si on en revient vraiment au tout début, il y a la production alimentaire. Donner la terre à tout le monde. Voilà. Et il y a des outils. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler du mouvement de permaculture, notamment, qui sont des solutions concrètes, qui redonnent aux gens les moyens de subsistance. Et après, je pense qu'ils peuvent instituer leur puissance politique à partir de là. À condition d'avoir de la terre. Voilà. Donc il y a terre de lien aussi. La terre et de l'eau. La terre de lien. C'était un peu le rêve. Le revenu de base, l'origine, c'est Thomas Paine, qui était un Anglais américain qui a participé au directoire par la Révolution française, et qui était parti de ça. La civilisation, on a privé de terre les gens par rapport aux Indiens qui étaient complètement libres et non propriétaires de la terre, donc ils pouvaient chasser, pêcher, enfin les premiers groupements humains. Et il disait, à partir du moment de la civilisation, la propriété et l'agriculture qui est venue, mais il faut redonner, redistribuer pour que tout le monde puisse avoir à manger. C'est la base de base. Pour la cause des causes, moi j'avais une question. Tout à l'heure, notre ami a dit que c'est intéressant en tant que militant, on devrait déjà commencer à vivre réellement en tant que démocratie réelle. Mais pour réussir à convaincre ceux qui ne sont pas militants. Moi j'ai un gros problème, c'est qu'il y a un argument qui revient tout le temps, c'est que l'idée de dire je donne à une personne, cette personne, trois personnes le diffusent comme ça, on me ressort toujours l'argument, c'est comme l'entreprise pyramidale, ça a été prouvé dans des centaines de fois dans des calculs, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? C'est le même principe que les entreprises pyramidales. Et il y a plein de calculs qui montrent que ces entreprises pyramidales de une personne et qui faisait 3, qui faisait 3, qui faisait 3, au final ça ne marche jamais. Pourquoi ça ne marche jamais? Ça m'intéresse, hein, mais... Ça m'intéresse, mais je voudrais approfondir un peu parce que je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Peut-être que c'est vrai, mais je ne vois pas, un indice de plus qui... Il y a toujours un moment où ça s'arrête, d'après les calculs et les livres qui ont été écrits. Ils disent qu'en gros, c'est qu'au début, ça marche toujours parce qu'eux, ils arrivent à trouver suffisamment de personnes, mais on arrive à une échelle à la fin où pour que chaque personne trouve tant de personnes, ça bloque parce qu'il y a un moment où quelqu'un dit « Ah non, moi j'ai pas envie », et ça va vite s'arrêter mathématiquement à droite. Parce que c'est pyramidal, ça ne peut pas marcher. C'est pareil. Ça marche pour petit perroir, pourquoi ça ne marcherait pas pour la... À 10 personnes, à 10 personnes, ça revient pareil. Alors, parce qu'on n'attend rien de la personne à qui on donne. Dans des entreprises pyramidales, effectivement, ceux qui sont en haut vivent de ceux qui sont en dessous. Qui donnent quelque chose. Qui donnent quelque chose. Là, on n'attend rien de... On est tous concernés. Le truc qui fait que tu t'accroches, c'est encore plus facile de lâcher prise. Quand tu es quelque part accroché à quelque chose, tu as beaucoup plus d'implications. Et dès qu'il y a une implication, forcément on a envie de continuer. S'il n'y a pas d'implication... Alors justement, oui, vous avez raison. Mais justement, mais à mon avis, il y a un risque que ça s'arrête, il y a un risque que ça ne marche pas. Je suis d'accord avec vous, mais une certitude que ça ne marchera pas, j'espère que non. C'est-à-dire que, à mon avis, ce qu'il faut qu'on arrive à trouver, c'est une formulation
un truc qui soit bien dit de façon sexiste, il faut que ce soit attrayant tout de suite et que ça marche. C'est-à-dire qu'il faudrait même que l'idée elle se répande toute seule. Vous voyez qu'on n'ait plus besoin que les gens. C'est-à-dire que l'idée elle serait tellement bien. Alors on n'a pas encore trouvé la façon, mais si chacun d'entre nous cherche la bonne façon de le dire, on veut plus de professionnels de la politique dans l'Assemblée constituante, ça va tout changer ça. Si on arrive à trouver une façon percutante et auto-reproductrice, contaminante, tu vois, qui est virale, qui transforme les gens. C'est pas parce qu'on n'a pas encore trouvé qu'on ne trouvera pas. Mais si on arrive à trouver cette forme-là, par construction, si elle a marché sur 10, 15, 20, 30, 100, il n'y a pas de raison qu'elle ne continue pas à fonctionner. Enfin, peut-être il y a quelque chose qui m'échappe, mais je ne vois pas pourquoi elle s'arrêterait. Et deuxièmement, on n'a pas besoin que tout le monde soit convaincu. Il suffit qu'on soit des millions et il va se passer un truc qui ne s'est jamais passé dans l'histoire des hommes. On va enfin avoir une assemblée constituante qui va enfin... Et le Conseil constitutionnel, vous aviez raison tout à l'heure de dire, attention, il faut... La Constitution de 1936 en Union soviétique nous montre qu'une bonne constitution peut être factice et en fait cacher une prison. Et donc, effectivement, il faut non seulement que la Constitution soit bonne, mais parce que nous l'avons voulu, c'est parce que nous l'avons voulu que la Constitution est bonne et qu'on sait qu'elle est fragile, on va faire attention à l'appliquer. Vous savez, au Venezuela, dans les pueblos, Chavez, hein, donc le tyran, l'affreux tyran là, ils ont écrit eux-mêmes, enfin ils ont participé activement dans les villages, ils ont participé activement à l'écriture de la Constitution. Ils savent très bien, Chavez leur répète tous les dimanches que ce qui les protège quand lui va mourir ou quand lui va partir, ce qui les protège c'est leur Constitution. Ils sont habitués à cette idée, ça y est, ils l'ont apprivoisée, ils savent qu'ils tiennent à leur Constitution, ils la connaissent, c'est un texte très court, tout petit bouquin qu'ils ont toujours avec eux. Les millions de personnes que Chavez forme en leur apprenant à lire, le premier texte qu'ils lisent, c'est la Constitution. Je veux dire, ils savent non seulement ce qu'il y a dedans, mais ils savent la protéger, faire attention à ce qu'elle soit respectée. Si on arrive à ce processus-là, il va se passer quelque chose. On n'a pas besoin que ça aille jusqu'au bout, que tout le monde soit contaminé, je pense. Par rapport à ce message, juste vous dites que vous cherchez le message qui est facile à comprendre et qui marche. En fait, je pense que vous l'avez en vous, vous le faites passer, vous ne le dites pas assez, vous le pensez, c'est que vous faites confiance aux gens. Vous l'avez dit juste une fois, vous avez dit juste une fois, il faut faire Quand on fait confiance aux gens, ils se transforment. Et ça, c'est ce qui marche. C'est le seul argument que j'ai trouvé quand je parlais du tirage au sort. Et que j'ai dit, ça serait bien le tirage au sort. Les premières personnes disent, mais jamais moi, si je suis tiré au sort, je ne peux pas être au pouvoir. Et là, il suffit juste de leur répondre aussi, moi je te laisserai au pouvoir. Je pense que tu serais la bonne personne pour prendre les bonnes décisions. Et dessus, ils se taisent et ils commencent à réfléchir à qu'est-ce qu'ils feraient. Et ils se rendent compte qu'ils peuvent y réfléchir. Et c'est vraiment quelque chose de tout simple et qui marche, c'est juste de dire, moi je te fais confiance. Et c'est ce que vous faites, je pense, vous faites confiance. On fait des ateliers, on écrit, puis on s'aperçoit que ça marche. C'est Jacques Généraux, je crois, qui avait écrit un bouquin sur la société de défiance. Voilà. Je crois que ça c'est une clé de compréhension de ce qui se passe. Tout à fait. La dissociété. La dissociété, ouais. Formidable bouquin. Voilà. Et il montre bien que ce qui ronge nos sociétés, c'est ce que vous dites. La crise de la confiance. C'est-à-dire que nous sommes dans des sociétés tellement interdépendantes que nous devrions nécessairement avoir besoin de faire confiance à l'autre. On ne peut pas faire autrement aujourd'hui que de vivre dans des relations de confiance. Et pourtant, tout nous incite à la méfiance et à la défiance. Donc on est complètement schizophrène par rapport à ça. Voilà, on est dans un environnement totalement schizophrène et du coup, effectivement, on détruit la confiance qu'on a chacun dans nos potentialités. Et si on arrive à regagner ça et à redonner confiance en chacun de la maîtrise de son destin, effectivement on a gagné. Et je pense que cette notion de confiance est une des clés. Facteur aggravant, non seulement on nous incite à nous méfier les uns des autres à la base, mais on nous incite à faire confiance au pouvoir, alors que précisément eux, on devrait avoir de la défiance. C'est vraiment le monde à l'envers. Tous les mots importants sont mis à l'envers par les voleurs de pouvoir. Justement, on parle de confiance. Ah oui. On parle de confiance en fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de confiance en les humains dans tout ce que vous dites, dans tout ce que vous dites sur Internet, mais c'est une confiance qui est aussi basée, j'allais dire, sur une méfiance ou au moins sur une lucidité. Le fait, par exemple, que le pouvoir corrompt. Je me rappelle, moi, une vieille conférence que j'ai vue de vous sur Dailymotion, où vous disiez que les Athéniens, ils n'étaient pas fous, qu'ils se méfiaient des autres, qu'ils se méfiaient des voleurs de pouvoir. Vous le répétez régulièrement. Voilà. Et donc, le fait d'avoir une méfiance, entre guillemets, intrinsèque, alors peut-être pas de l'humain, mais du pouvoir, voilà, ou de certaines choses, de certains mécanismes comme ça qui nous crushent.
broient et qui broient les valeurs que l'on aimerait pourtant défendre, eh bien ça permet justement d'avoir une confiance en toute lucidité. C'est quand on est très très clair sur comment est-ce qu'on peut se casser la gueule, eh ben on est beaucoup plus confiant pour avancer, même les yeux fermés. Voilà. Deuxième petite chose, je voulais revenir sur Damien et sur ce qu'il disait au niveau de la cause des causes. Tout le long, tout ce qui sous-tend en fait ce que vous présentez, c'est aussi une communication justement de tout cela pour un changement des mentalités. Pour que dans nos mentalités, on ne soit plus, par exemple, dans le bipartisme ou dans le manichéisme, le bien, le mal, dans le si tu n'es pas pour la démocratie, qui en fait est une oligarchie, mais ils nous ont volé le mot, ils nous ont retourné le mot. Si on n'est pas pour la démocratie, alors on est un fasciste, on est un méchant, etc. Voilà, et encore une fois, je pense qu'il y a peut-être aussi le fait d'apprendre à penser autrement que la façon dont on pense. Damien disait que les médias ne nous incitaient pas sur ce que l'on pensait. J'en suis persuadé que les médias ne nous influencent pas sur ce que l'on pense. Ils influencent comment on pense. Et le fait de penser en deux polarités comme ça, bien, mal, les fachos, les démocrates, ceci, cela, eh bien, c'est à mon avis lié à toute une culture voilà, très dominante. C'est la grande qualité d'Étienne et c'est en même temps ce qui vous pénalise, c'est que vous êtes ouvert à un peu tout le monde et du coup ça vous porte préjudice parfois parce que vous avez une capacité de discernement que beaucoup de gens n'ont pas. Voilà. Et si vous voulez, ce qui est vraiment très important, je crois, c'est que cette idée repose pas sur moi. C'est super important qu'on n'ait pas besoin de moi. Il faut absolument que chacun s'empare de l'idée, la fasse sienne et la fasse grandir. Et puis on se fout pas mal de choix, on s'en fout quoi. Hein. Je veux dire, il faut pas, c'est vachement. Si ça repose sur moi, c'est mort quoi. Hein. Ça va marcher. Hein. Il faut absolument qu'on n'ait pas besoin de quelqu'un ou d'un autre. Il faut que ce soit rhizomique, que ça se répande. Il faut vous l'approprier. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Et si c'est une bonne idée, vous n'avez plus besoin de personne. Il faut la pousser vous-même. Si on est des millions partout à faire comme ça, on est insaisissable. Si on fait un parti, on va se faire décapiter. Alors ça n'interdit pas à un parti de s'approprier l'idée, hein, mais si tout repose autour d'une articulation organisée, avec une hiérarchie, une pyramide, ils vont décapiter, ils savent très bien salir, calomnier, et l'idée va mourir parce qu'on leur a laissé se cristalliser autour d'une organisation pyramidale. À mon avis, si c'est bordélique, c'est une vraie protection, quoi. Hein. Je veux dire, on est insaisissable, c'est traduit dans toutes les langues, ça se traduit, les gens s'en emparent, et le jour où ça va fleurir, là, ça va fleurir partout, putain, ça peut marcher ce truc-là, mais bon, il faut que chacun devienne viral, quoi, prenne l'idée, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle n'est pas bonne, et si elle est bonne, eh ben, on veut plus de professionnels de la politique dans l'Assemblée constituante, ni dans le Conseil constitutionnel, on veut écrire nous-mêmes notre contrat social, quoi, on veut écrire nous-mêmes. Voilà, c'est ça l'idée simple et forte, enfin, à mon avis, il faut peut-être la dire autrement. Ça fait un moment qu'il pose une question, lui. Pas comment vous appelez? Olivier. Du coup, pour rédiger la Constitution, pourquoi on ne ferait pas l'organisation de cahiers de doléances sur un wiki quelconque, comme des thèmes, enfin vous, il y a déjà un wiki. Les gens qui ont déjà réfléchi à mettre des thèmes, on amène des idées, des suggestions, des propositions d'articles. Ces idées sont soumises au vote. Et en fonction des votes requis, on fait bien sûr. Ça paraît pas très compliqué, accessible à chacun. Oui, bien sûr. Sur mon site, il y a un wiki, il y en a d'autres hein, sur lesquels on écrit des constitutions. Mais avant, je dis pas du tout, oui, vous avez raison, mais le premier geste, c'est de prendre une feuille de papier, et ça y est, et commencer à s'y coller, de lire notre Constitution, parce que vous pouvez commencer en améliorant notre Constitution. Quand il dit référendum à l'initiative des parlementaires, on le barre, et puis on dit à l'initiative de 1% des gens, ou à l'initiative d'une personne. Alors vous dites une personne qui peut être à l'initiative d'un référendum. Attends, on va en avoir trop des référendums là. Il va y avoir beaucoup d'initiatives. Ouais, bon, bah ok, bah on fait deuxième alinéa et on crée une chambre du référendum, donc une chambre tirée au sort de 200-300 personnes dont le boulot est uniquement, ils sont payés pour ça, hein, payés avec un statut qui leur permet de ne pas perdre leur boulot. Hein. Leur boulot, c'est d'examiner les propositions individuelles. Les propositions collectives, elles passent automatiquement par référendum. Mais les propositions individuelles, elles sont filtrées pour qu'il n'y en ait pas trop. Elles sont filtrées par une chambre qui écoute une demi-heure. Son boulot, c'est d'écouter au moins une demi-heure chacun. Et si ça... Tiens, c'est intéressant quand même ce qu'il raconte. On le laisse encore... Allez, on lui donne encore une demi-heure pour nous expliquer votre projet. Et puis, une fois que c'est bien discuté, oui, c'est une bonne question, on la met
on met la chambre du référendum mettrait cette question posée par une seule personne, hein, et pas 4 millions de personnes comme le prévoit le parlementaire. Enfin, ça c'est une bonne façon de l'interdire, en fait. Quand ils disent 1/10 des électeurs inscrits pour déclencher un référendum, en fait, ils disent que ça n'arrivera jamais. Nous, si nous l'écrivons, on va aller dans la limite inverse en disant une seule personne peut avoir une idée géniale, hein, voilà, etc. Voilà. Mais il faut qu'on l'écrive nous-mêmes, voilà, il faut qu'on prenne une feuille de papier et qu'on l'écrive. Alors du coup, ce qu'il faut, c'est les 300 personnes qui seraient là pour lire les propositions des autres. Ce qui nous manque, c'est ça. 300 personnes pour lire. Voilà, personnes qui seraient, voilà, pour juger, discuter. À l'heure actuelle, ce serait du bénévolat. Ah bah complètement, ouais. Voilà. Donc ce qui nous manque à l'heure actuelle pour écrire la Constitution, ce serait ça. 300 personnes bénévoles qui seraient prêtes à observer les propositions pour les jauger, les jauger, les juger. C'est 300 personnes, des 300. Alors attention, les 300 personnes, c'est pas celles qui... C'est un super lieu de pouvoir. Oui, voilà. Non, mais alors, on est d'accord, non, mais... Bah, c'est le lieu de pouvoir pour examiner les projets individuels. Mais ça veut dire que si vous avez fait un projet collectif comme en Suisse ou en Italie sur 100 000 personnes qui ont réussi à se regrouper pour défendre une idée, ça, il n'y a pas besoin d'un lieu... Enfin, il n'y a pas le filtre de la Chambre. Hein, à deux, c'est collectif. Alors enfin bon, vous avez peut-être raison, mais vous n'avez pas peur que si 2 personnes suffisent à poser une question au peuple, on va se retrouver réellement avec un trop grand nombre de questions qui va nous noyer. C'est-à-dire que, en partant d'une bonne intention, on risque de tuer le truc parce qu'on va avoir une telle marée de questions qu'on va créer un désintérêt des gens qui vont dire, bah, de toute façon, il fait... que cette commission s'arroge le pouvoir de décider à partir de quel moment c'est individuel et collectif, et de mettre une barre qui lui donne un très gros pouvoir sur le référendum d'initiative. Oui, mais voilà, il faut se souvenir que c'est un pouvoir temporaire. L'Assemblée est tirée au sort avec des mandats courts non renouvelables. C'est des gens comme vous et moi. Alors là, vous êtes en train de vous méfier comme si... Alors, je comprends par réflexe, hein, parce qu'on a... Oui, mais le pouvoir, il corrompt pas... Enfin, on va avoir besoin... On est effectivement 40 millions. Et même plus si on considère qu'on est la Terre, quoi. Hein. Donc on ne s'enferme pas dans un cadre, justement, qu'il faudrait peut-être faire sauter. Peut-être que les expériences que nous avons en tête, elles passeraient par un mode d'organisation collective plus réduit. Oui. Ah oui, plus réduit, c'est-à-dire que 40 millions, c'est trop. Peut-être que c'est une question... Oui, tout à fait. Démographique, ça fait. D'échelle. Oui, d'échelle, c'est-à-dire que au niveau local, ce sera plus facile, mais si vous voulez, l'expérience des pouvoirs est tellement négative, nous donne une image tellement pourrie, tellement contraire à l'intérêt général, que maintenant, dès qu'on met en place un pouvoir, même si nous l'écrivons nous-mêmes, on se met à avoir peur il ne faut pas avoir peur de notre ombre quand même, c'est-à-dire que la chambre dont je parlais à l'occasion de la question précédente, c'est une chambre qui va filtrer, pour qu'il n'y en ait pas trop, les questions individuelles. Elle va avoir le même cerveau que vous et elle va considérer la question intéressante ou pas par rapport à l'intérêt général, comme vous et moi. Il me semble que si ces gens-là ne sont pas des professionnels de la politique, si c'est des gens qui nous ressemblent, ils vont prendre une décision qui va être, s'ils sont assez nombreux, la même que la nôtre. Voilà, parce qu'ils ne sont pas en situation de pouvoir suffisamment durable ou généralisé pour que ça les transforme. Comment ? Voilà, ils n'ont pas leur intérêt personnel qui va jouer en... Enfin, peut-être certains d'entre eux dans les 300, mais s'ils sont 300, ils n'ont pas tous le même intérêt personnel, contraire et convergent.